D'abord, un rappel sur ce qu'est la politique monétaire. Ensuite, pourquoi il faut restaurer la souveraineté monétaire d'un peuple. Et troisièmement, comment restaurer cette souveraineté monétaire. Alors, premier point, quelques rappels sur ce qu'est la politique monétaire. Rapidement. Bon, pour simplifier, on peut dire que la monnaie est à l'économie ce que le sang est au corps humain. Dans le système capitaliste, la monnaie permet le fonctionnement de l'économie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les classes dirigeantes, depuis toujours, ont mis la main sur la politique monétaire et ont toujours contrôlé les banques centrales. La nationalisation de la Banque de France est récente puisqu'elle date de 1945. Et même dans le cadre de cette nationalisation, je vois que là un excellent article dans le bulletin de Solidarité étudiante qui évoque la loi de janvier 1973. En effet, dès janvier 1973, sous l'impulsion de Giscard d'Estaing, qui était l'employé de Rothschild, eh bien, on remet en cause une des prérogatives de la Banque centrale, qui est de prêter à l'État sans intérêt. Et donc, le contrôle de la Banque centrale par les classes dirigeantes a toujours été un point essentiel. Alors, la politique monétaire est un élément de ce qu'on appelle la politique macroéconomique. Dans la politique macroéconomique, il y a la politique budgétaire, c'est-à-dire les orientations que définissent les gouvernements et ensuite que valident les parlements. Mais dans le cadre de l'Union européenne, la politique budgétaire elle-même a été encadrée par le traité de Maastricht et va l'être encore plus si le projet en cours voit le jour. Donc la politique budgétaire, elle aussi, a été retirée de la souveraineté des peuples. La politique macroéconomique, c'est également la politique de commerce international, c'est-à-dire le choix qui est fait par les gouvernements, par les parlements, de participer soit au libre-échange, soit à un système de coopération internationale. Et on évoquait tout à l'heure l'Organisation mondiale du commerce. Voilà une institution qu'il faut démanteler. Elle n'est pas réformable. Il faut que les États s'en retirent les uns après les autres et bâtissent parallèlement à côté un double système de commerce international fondé non plus sur le libre-échange, la concurrence, la compétition entre les nations et les salariés, bien évidemment, mais un système de coopération fondé, par exemple, sur la charte de la Havane de 1948, que l'on pourra éventuellement évoquer. La politique macroéconomique, c'est également la politique industrielle. Quelle est l'orientation du Parlement, du gouvernement en matière industrielle? C'est la politique des prix et des revenus, c'est-à-dire que fait-on en matière de salaire, que fait-on en matière de contrôle des prix. Et la politique macroéconomique, c'est également, bien entendu, la politique fiscale, c'est-à-dire quelle politique de redistribution des richesses et quel type de prélèvements fiscaux sur les différentes classes sociales. Alors la spécificité de la politique monétaire dans l'ensemble de la politique macroéconomique, eh bien c'est d'abord de fixer les taux d'intérêt. C'est la première chose que fait une politique monétaire, elle fixe le prix de l'argent. Le prix de l'argent, c'est évidemment un point particulièrement important puisque selon le prix de l'argent, on va favoriser le développement économique ou au contraire le freiner. Alors, on pourrait se dire, mais c'est quand même tout à fait étonnant de vouloir freiner le développement économique puisque tout le monde, tout le temps, quels que soient les partis politiques, appellent de leur vœu le développement de la croissance économique. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que, en réalité, la politique d'augmentation des taux d'intérêt
c'est-à-dire une politique d'argent cher, est une politique qui vise à refroidir l'économie, comme disent les économistes, à refroidir l'économie, c'est-à-dire à ralentir la croissance économique au motif qu'il y aurait des tensions inflationnistes. Et on approche de la politique de la Banque centrale européenne, dont l'objet unique et même obsessionnel est la lutte contre l'inflation. D'ailleurs, vous avez vu que ces derniers temps, il y a une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire en pleine crise d'austérité, une politique monétaire qui veut encore ralentir l'activité économique, c'est-à-dire qui veut encore ajouter du chômage et des difficultés. Quand on veut augmenter la croissance économique, on baisse le prix de l'argent. Baisser le prix de l'argent encourage les agents économiques à emprunter, alors que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, si vous voulez acheter à crédit une voiture, une télé, je ne sais quoi, eh bien, vous allez regarder le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est trop élevé à votre goût, vous allez différer votre investissement. Et donc, vous n'allez pas participer au développement économique, vous allez plutôt épargner que consommer. Bon, donc, premier point de la politique monétaire, c'est la fixation des taux d'intérêt. Deuxième aspect, c'est le contrôle du système bancaire. Le système bancaire a été, par exemple, à la Libération, dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, dont Paul-Paul va nous parler, j'imagine. Ensuite, en 1981 et 82, ce système bancaire, financier et les compagnies d'assurance ont été nationalisés, la Banque de France contrôlant le système bancaire à partir d'instruments tout à fait classiques et tout à fait efficaces. J'évoque deux instruments majeurs. Le premier, c'est la sélectivité du crédit. On peut définir des taux d'intérêt différents selon les industries, selon les branches économiques. Par exemple, si on estime qu'il faut réduire la circulation des camions, on va accorder des prêts, le gouvernement, le Parlement va donner l'orientation de ralentir le développement des transports routiers pour favoriser les transports ferroviaires. Les banques vont donc recevoir l'ordre d'accorder des prêts plus élevés aux entreprises de transport routier et d'accorder des prêts à des taux moins élevés à la SNCF et aux entreprises liées au transport ferroviaire. Ça s'appelle la sélectivité du crédit. C'est un instrument particulièrement efficace, interdit aujourd'hui, bien évidemment, par la Banque centrale européenne. Deuxième instrument, c'est l'encadrement du crédit. L'encadrement du crédit, c'est un instrument, là aussi, extrêmement efficace, qui consiste pour le Parlement, ensuite par le gouvernement, d'imposer aux banques des quotas de crédit. C'est-à-dire, toi, BNP, tu pourras disposer en 2011 de 30 milliards d'euros de crédit que tu vas accorder pour moitié aux entreprises moyennes et pour l'autre moitié aux ménages pour l'accession à la propriété. Je résume évidemment à grands traits. Quel est l'intérêt de l'encadrement du crédit? L'encadrement du crédit interdit aux banques de créer la monnaie. C'est-à-dire, la création monétaire redevient une prérogative de la Banque centrale et non plus, comme aujourd'hui, par les banques privées. Je reviendrai sur cet aspect. Autre intérêt de la politique monétaire, autre aspect de la politique monétaire, c'est le taux de change. C'est la Banque centrale est l'instrument du maintien du taux de change de la monnaie par rapport aux autres monnaies. Et puis, autre aspect, et je terminerai sur cette fresque là-dessus, c'est la création monétaire. Autrement dit, la banque